Certains annoncent la fin du travail, d'autres répondent que l'intelligence artificielle ne fera que modifier quelques tâches. Entre les deux, les images de robots et les démonstrations spectaculaires donnent parfois l'impression que tout est déjà joué. Mais quel est réellement l'état des métiers en 2026 et vers quoi tendons-nous d'ici 2030 ? Nous allons d'abord comparer les récits et les trajectoires des États-Unis, de la Chine, de l'Europe ainsi que de la France. Puis, nous regarderons ce qui ralentit le scénario du tout robot. L'argent, l'énergie, les données, les batteries, le droit à la démocratie et la capacité humaine. Enfin, nous identifierons 10 fonctions émergentes crédibles. Non comme des promesses, mais comme des réponses à des besoins solvables. Pour rentrer dans le débat, 2 voix françaises sont utiles. Laurent Alexandre insiste sur l'accélération. Si les capacités progressent vite, l'éducation, les hiérarchies professionnelles et la valeur des compétences peuvent être bouleversées. Luc Julia rappelle, lui, que l'IA actuelle reste spécialisée. Elle peut exceller sur une tâche, mais elle ne comprend ni une organisation, ni un territoire, ni une responsabilité comme un humain. Ces 2 lectures ne parlent pas exactement du même objet. La première explore la puissance potentielle et le risque de décrochage. La seconde décrit les limites du déploiement réel. Notre travail aujourd'hui consiste à placer entre les deux tout ce qui manque souvent au débat. Le capital, les infrastructures, les institutions et les personnes. Il faut distinguer 4 réalités. Le premier piège consiste à confondre 4 réalités. Premièrement, la capacité, ce qu'un outil pourrait théoriquement réaliser. Deuxièmement, l'adoption, ce qu'une entreprise installe réellement dans ses processus. Troisièmement, l'usage, ce que les salariés acceptent ou savent lui confier. Et seulement ensuite vient l'effet sur l'emploi. Entre ces 4 étapes, il y a les coûts, les logiciels existants, le droit, la qualité des données, la confiance, la formation et l'organisation du travail. Une démonstration spectaculaire n'est donc jamais, à elle seule, une prévision d'emploi. D'abord comparer, puis confronter au réel. Voici la méthode. Premier acte, comprendre pourquoi les discours divergent, puis comparer les modèles américains, chinois et européens. Deuxième acte, replacer l'IA dans son monde physique et politique. Un agent a besoin de centres de données, d'électricité, de réseaux, de puces, de capitaux et de règles. Troisième acte, revenir à la France où les départs en retraite, le vieillissement et la structure des PME pèsent autant que la technologie. Quatrième acte, passer 10 fonctions au filtre de la demande réelle. À chaque fois, la même question. Qui paie ? Qui paie, pour quel problème, avec quelles compétences et dans quel territoire. Le futur du travail n'est pas seulement découvert. Il est raconté, vendu, réglementé et négocié. Dans le paysage français que nous avons cartographié, certaines voies excellent sur le droit, d'autres sur le recrutement, le management, la marque employeur ou la prospective. Les médias et les créateurs doivent capter l'attention. Les fournisseurs technologiques et leurs investisseurs ont intérêt à rendre l'adoption désirable. Les organismes publics et les formateurs doivent nommer des compétences et construire des parcours. Les syndicats, les citoyens et les régulateurs interrogent les risques. Aucun de ces acteurs n'est neutre. Mais cela ne signifie pas qu'ils mentent. La bonne pratique consiste à lire leurs fonctions, leur horizon et leur intérêt avant de transformer leur discours en prévision. Une technologie, 4 modèles d'emploi. On parle souvent d'une course mondiale à l'IA, comme si tous les pays empruntaient la même route. Ce n'est pas le cas. Les États-Unis disposent d'un modèle puissant de financement, de logiciels et de passage à l'échelle. La Chine relie l'IA à sa base industrielle, à la robotique, aux drones et à la logistique. L'Europe avance par la réglementation, les compétences, la protection de ses droits et la recherche de souveraineté. La France participe à ces 3 mouvements, mais son marché de l'emploi
est fortement déterminée par les PME, les services publics, les départs en fin de carrière et les besoins territoriaux. La technologie est mondiale. Les emplois restent institutionnels et locaux. Aux États-Unis, la tech progresse, mais la santé crée le volume. Aux États-Unis, le Bureau of Labor Statistics projette une hausse de 3,1% de l'emploi total entre 2004 et 2034, soit environ 5,2 millions d'emplois. Le principal moteur est la santé et l'action sociale. Pas seulement la Silicon Valley, les data scientists progresseraient de 34% et les analystes en cybersécurité de 29%. Les techniciens éoliens et installateurs solaires affichent des taux proches de 50 à 42%. Mais attention au piège, ces deux métiers additionnés créent moins de 20 000 postes, parce qu'ils partent de petits effectifs. La leçon américaine est simple, distinguer les taux de croissance, le volume d'embauche et la concentration géographique. En Chine, les nouveaux métiers suivent la politique industrielle. La Chine offre un autre signal. En 2025, le ministère des Ressources humaines a officialisé 17 nouveaux métiers et 42 nouveaux types de postes. On y trouve le test de systèmes d'IA générative, la planification des vols, de drones en essaim, l'exploitation d'entrepôts intelligents ou l'électronique. Cette nomenclature ne prouve pas encore un grand volume d'emploi. Elle montre les priorités des formations et d'industrialisation. La Chine fait face au même mur démographique que l'Europe. Fin 2025, 23% de sa population avait 60 ans ou plus. Le futur chinois combine donc robotique, fabrication avancée et services liés au vieillissement. L'Europe ne fabrique pas seulement des règles, elle doit remplacer et former. En Europe, les projections harmonisées du CDFOP jusqu'en 2035 font progresser les professionnels et techniciens du numérique, les sciences et l'ingénierie. Mais elles placent aussi la santé, l'aide aux personnes, l'enseignement, l'administration et les services personnels parmi les grands besoins. Une partie considérable des ouvertures vient du remplacement, pas de nouveaux secteurs. L'Europe ajoute une contrainte particulière. L'IA doit s'insérer dans le droit du travail, la protection des données, la sécurité des produits et désormais l'AI Act. Ce rythme paraît parfois plus lent, il peut aussi produire de la confiance, des fonctions de conformité et une adoption plus soutenable. 16% du travail potentiellement automatisable. Commençons par le chiffre qui se rapproche le plus de l'intuition, des 10 à 20%. De 10 à 20%. Dans le scénario agentique étudié par COFAS et l'Observatoire des emplois menacés et émergents, environ 16% du contenu du travail français serait potentiellement automatisable. Mais ce chiffre décrit une exposition technique. Il ne signifie pas que 16% des tâches sont déjà transférées à des agents. Encore moins que 16% des emplois vont disparaître. L'étude dit même explicitement qu'elle ne mesure ni la demande future, ni les nouvelles tâches, ni les frictions qui ralentissent le déploiement. Vous avez peut-être lu 5 millions d'emplois menacés par l'IA. Ce n'est pas ce que dit l'étude COFAS. Elle mesure une exposition des tâches, pas une destruction d'emplois. Parmi les 923 professions analysées, un métier sur 8, soit 13%, dépasse 30% de tâches automatisables. 18% des entreprises utilisent l'IA. Le chiffre français le plus solide sur l'adoption organisée vient de l'INSEE. En 2025, 18% des entreprises de 10 salariés ou plus utilisaient au moins une technologie d'IA. Mais la taille change presque tout. 15% pour les entreprises de 10 à 49 salariés, 31% entre 50 et 249 collaborateurs et 58% au-delà de 250 salariés. Surtout, l'INSEE exclut en principe l'usage ponctuel d'un chatbot par un salarié. Il mesure une mobilisation organisée dans les services. Cela explique pourquoi son taux est inférieur aux enquêtes individuelles. Les entreprises utilisatrices concentrent déjà 59% de l'emploi et 66% du chiffre d'affaires du champ étudié. Attention, cela ne signifie pas que 50% des salariés utilisent personnellement l'IA. Cela signifie que les grandes organisations qui emploient beaucoup de monde sont entrées plus tôt dans la boucle. Le contraste territorial et économique reste donc majeur. Une multinationale peut industrialiser
plusieurs usages pendant qu'une petite entreprise cherche encore le premier problème rentable à résoudre. Le chatbot est entré. Le processus n'a pas suivi. À ce stade, il faut comparer les sondages sans additionner leur pourcentage. Ipsos observe qu'en France, 72% des cadres dirigeants considèrent l'IA comme un avantage compétitif, déjà indispensable, ou appelé à le devenir dans les 3 ans. L'APEC mesure que 50% des cadres l'utilisent au moins une fois par semaine. Ipsos trouve 35% chez l'ensemble des salariés. France Num relève de son côté que 26% des TPE-PME déclarent utiliser au moins une solution d'IA, tandis que l'INSEE mesure 18% d'usages organisés dans les entreprises de 10 salariés ou plus. Les populations, les questions et les définitions ne sont pas identiques, mais toutes dessinent le même escalier. La conviction avance plus vite que l'usage, et l'usage individuel plus vite que l'intégration dans les processus. Chez les TPE et les PME, le détail est encore plus parlant. 22% utilisent l'IA générale, 14% des chatbots ou assistants, 6% l'analyse de documents, mais seulement 5% déclarent automatiser des tâches et 5% analyser leurs données avec l'IA. Utiliser ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, le chat ou Perplexity pour rédiger ou chercher n'est donc pas la même chose qu'automatiser une chaîne de travail. Concrètement, un assistant répond dans une interface. Une automatisation enchaîne des actions de manière répétable, par exemple avec un outil métier ou une plateforme no-code. Une API est le connecteur standard qui permet à un logiciel d'appeler un modèle et de récupérer son résultat. Les tokens sont les unités de texte que le modèle lit et produit. Ils servent notamment à mesurer la consommation et le coût, mais ne constituent pas une automatisation. Une plateforme ajoute les droits d'accès, les données, les journaux, la sécurité, le choix des modèles et le suivi des coûts. L'INSEE confirme cette logique d'assemblage. Parmi les entreprises déjà utilisatrices, 80% achètent des solutions prêtes à l'emploi. 73% utilisent du cloud payant et 59% continuent au moins 2 technologies. Et 59% combinent au moins 2 technologies d'IA. Le recrutement se déplace donc lui aussi. Selon l'APEC, 2 entreprises sur 10 accordent déjà de l'importance à la maîtrise de l'IA dans la sélection des candidats. Et 53% des grandes entreprises prévoient de lui en donner davantage pour leur futur recrutement de cadres. Mais le profil durable n'est pas simple. Expert du prompt, c'est quelqu'un qui comprend le métier, cadre le cas d'usage, protège les données, relie l'outil au processus, vérifie le résultat et accompagne l'équipe. La formation doit suivre la même logique. Ipsos indique que seulement 21% des salariés ont été formés, alors que 62% demandent de formation, ancrée dans leurs tâches réelles. Le premier frein n'est pas technique, c'est l'unité presque. Parmi les entreprises qui n'utilisent pas l'IA, la première raison n'est même pas technique. 71% déclarent qu'elles ne voient pas l'utilité pour leur activité. Le manque d'expertise arrive derrière, à 54%. Le vrai frein, ce n'est pas de ne pas savoir, c'est de ne pas avoir encore posé le problème. La vitesse du progrès rencontre le poids de la dette. Il faut maintenant parler d'argent. Au premier trimestre 2026, la dette publique française atteint 117,5% du PIB. Ce chiffre ne signifie pas que la France ne peut plus investir, ni que l'IA va s'arrêter. Il signifie que chaque euro public consacré au réseau, à la formation, aux hôpitaux, à la défense ou à la transition numérique entre dans un arbitrage plus tendu. Les entreprises ont elles aussi un coût de capital, des logiciels à amortir, des équipes à former. Une automatisation rentable en laboratoire peut rester trop chère pour une PME ou un service public. La dette
et le financement ne déterminent pas le futur. Ils en règlent la vitesse et la géographie. Le tout robot est d'abord une chaîne matérielle. Le scénario du tout robot oublie souvent son corps. L'Agence internationale de l'énergie estime que la consommation électrique mondiale des centres de données pourrait doubler pour approcher 945 TWh en 2030. L'Europe visait 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés d'ici 2030. Elle en a déjà mobilisé plus de 80 milliards, presque le double de l'objectif, avant même l'échéance. Et en 2035, la Chine pourrait encore fournir plus de 60% de lithium et du cobalt raffiné, et près de 80% du graphite de qualité, batterie et des terres rares. À cela s'ajoutent les réseaux électriques, le cuivre, les permis, les bâtiments, les maintenances et les personnes qualifiées. Le logiciel accélère, l'infrastructure se construit en années. Ainsi, le changement doit être renégocié. Une démocratie contemporaine n'adopte pas une technologie comme une entreprise change de logiciel. Elle doit protéger les droits, autoriser des recours, consulter, négocier et attribuer les responsabilités. L'AI Act européen s'applique par étapes et prévoit des obligations renforcées pour les usages à haut risque. La Convention du Conseil de l'Europe relie explicitement l'IA aux droits humains, à la démocratie et à l'état de droit. Le CC et l'OCDE insistent sur le dialogue social, la formation, la santé mentale et le pouvoir d'agir. Cette friction peut retarder certains usages, mais elle peut aussi éviter une intensification incontrôlable, des discriminations ou une dépendance technique irréversible. La démocratie n'est pas seulement un frein, c'est un mécanisme de correction. L'étude française d'Agion, Bergeau, Brunel et Delbouve a analysé plus de 120 millions d'offres en ligne depuis 2019. Elle observe une base relative des offres dans certaines professions, très exposées à l'IA. Mais les entreprises qui recrutent des profils IA connaissent aussi, en moyenne, une hausse de la productivité, du chiffre d'affaires et de l'emploi total. Avec une réallocation vers les professions les plus liées à l'IA. Ce n'est pas une preuve que toute adoption créera de l'emploi, c'est la démonstration que le mécanisme est plus complexe qu'un simple remplacement. Productivité, demande et organisation interagissent. Une seconde étude, indépendante, arrive au même ordre de grandeur, par une méthode totalement différente. 5% des emplois directement irremplaçables et 13,4% optimisables. Près de 800 000 postes à pourvoir chaque année. Pour comprendre le marché jusqu'en 2030, il faut maintenant sortir de l'IA. L'étude Métiers 2030 estime près de 800 000 postes à pourvoir chaque année et près de 9 sur 10 proviendraient des départs en fin de carrière. Bien davantage que des créations nettes, c'est essentiel. Un métier peut avoir peu de croissance, voire perdre des effectifs et continuer malgré tout à recruter massivement. Le marché de l'emploi de la décennie sera donc autant un marché de remplacement qu'un marché d'innovation. Les pyramides des âges pèseront souvent plus lourd que les robots. Les volumes restent dans les familles connues. Les créations projetées confirment cette coexistence entre métiers historiques et compétences nouvelles. Entre 2019 et 2030, l'étude de référence anticipait 410 000 postes supplémentaires dans la santé, le paramédical et l'aide aux personnes, 180 000 dans l'informatique et la recherche, 135 000 dans la manutention, 120 000 dans le bâtiment et 45 000 dans l'industrie. Les volumes se trouvent donc pas uniquement dans des intitulés futuristes. Ils sont aussi dans le soin, la logistique, la construction et la production, c'est-à-dire dans des fonctions nécessaires au fonctionnement quotidien de la société. Le métier ne disparaît pas toujours, il change d'échelle et de contenu. L'agriculture permet de comprendre la différence entre disparition et transformation. La France comptait environ 1,8
1,6 million d'agriculteurs exploitants en 1982, contre environ 400 000 en 2019. Pourtant, la fonction agricole reste indispensable. Elle s'est concentrée, capitalisée, spécialisée et technicisée. Ce mécanisme peut toucher la comptabilité, la logistique, le commerce ou la formation. Moins de personnes sur certaines tâches, davantage d'outils et de responsabilités par personne, mais une fonction toujours utile. Dans le même temps, les métiers de volume, soins, maintenance, bâtiments, transport, entretien, continuent de recruter parce qu'ils répondent à des besoins physiques et locaux. Les bases restent, leur combinaison change. La deuxième force structurante est le vieillissement. En 2040, il y aura 49 personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes, de 20 à 64 ans, contre 40 en 2026. L'adresse estime que 150 à 200 000 emplois supplémentaires pourraient être nécessaires d'ici 2050 pour soutenir l'autonomie. Le patrimoine médian national s'établit à 205 000 euros. Il n'est que de 26 100 euros avant 30 ans et atteint un pic de 254 000 de 50 à 59 ans. Un écart proche de 1 à 10. Cela crée des marchés solvables autour de la santé à domicile, de l'adaptation des logements, de la maintenance, des services de confiance, de l'accompagnement numérique et de la transmission patrimoniale. Mais tous les seniors ne sont évidemment pas aisés. Les inégalités restent très fortes. 2030, 2035, 2040, les mêmes forces, des intensités différentes. La transformation ne se fera probablement pas en une seule vague. Jusqu'en 2030, nous verrons surtout des copilotes, de l'automatisation partielle et des usages individuels qui précèdent l'organisation. Entre 2030 et 2035, les entreprises les plus matures pourront reconstruire des processus complets autour de l'IA, ce qui comprimera certaines fonctions intermédiaires. Après 2035, la démographie deviendra encore plus visible. L'automatisation ne sera pas seulement utilisée pour réduire des coûts, mais aussi pour maintenir des services avec moins de travailleurs disponibles. Plus nous allons loin, plus l'incertitude augmente. La direction démographique, elle, est beaucoup plus robuste. Faire plusieurs choses ne doit pas signifier tout supporter. Cela nous conduit à l'hybridation des compétences. Le profil durable n'est pas une personne obligée d'exercer 5 métiers simultanés. Il possède d'abord une compétence, puis 2 ou 3 compétences adjacentes. Numérique, relations clients, réglementation ou gestion de projet, il sait utiliser un outil d'augmentation. Et surtout, il conserve une capacité d'arbitrage. Vérifier, ralentir, refuser une mauvaise recommandation et protéger son attention. Le CESE alerte déjà sur les risques de surcharge cognitive et d'intensification. La polyvalence, sans pouvoir d'arbitrage, n'est pas de l'employabilité. C'est simplement davantage de travail concentré sur la même personne. Construire l'usage et tenir l'infrastructure. Première fonction, l'intégrateur IA métier pour PME. Sa valeur n'est pas de connaître 50 outils, mais de comprendre un processus identifié. Première fonction, l'intégrateur IA métier pour PME. Sa valeur n'est pas de connaître 50 outils, mais de comprendre un processus. Identifier un irritant coûteux, sécuriser les données et accompagner les personnes. L'épicerie sans site web appartient à ce marché latent. Le besoin existe avant l'offre publiée. Deuxième fonction, l'ingénieur MLOps, plateforme IA et cloud. Il transforme une démonstration en service disponible, surveillé, sécurisé et connecté aux données réelles. Les deux travaillent sur l'IA, mais ne demandent pas la même profondeur technique. Le premier exige une forte compréhension métier et commerciale. Le second repose sur des bases solides en développement, infrastructure et cybersécurité. Troisième fonction, responsable gouvernance. Risque
et conformité de l'IA. Il répond à des questions très concrètes. Qui utilise, quel modèle, sur quelles données, avec quelle validation et quelle responsabilité. Dans beaucoup de PME, cette fonction sera d'abord une compétence ajoutée au juridique, à la qualité ou à la direction informatique. Quatrième fonction, expert en renseignement et investigation sur les cybermenaces, reconnu par France Compétences en 2026. Il recoupe les sources, caractérise les groupes attaquants et anticipe les risques. Dans les deux cas, l'IA crée de la productivité, mais aussi un besoin de contrôle, de traçabilité et d'analyse humaine. Prototyper vite sans perdre le monde réel. Cinquième fonction, Product Builder No Code. L'IA rend la construction technique plus accessible. La valeur se déplace donc vers le cadrage. L'expérience utilisateur, les données et la mesure du résultat. Sixième fonction, spécialiste du jumeau numérique. Il relie un bâtiment, une ligne de production ou une infrastructure à une représentation alimentée par des capteurs afin de simuler, surveiller et anticiper. Ces deux métiers illustrent la même règle. Plus l'outil devient facile, plus la connaissance du problème compte. Le no-code, sans compréhension du travail, produit des applications inutiles. Le jumeau numérique, sans connaissance de l'actif produit, produit une belle image sans décision fiable. Décarboner l'activité et le numérique lui-même. Septième fonction, expert en décarbonation et performance environnementale. Il transforme une cible d'émission en diagnostic, investissement, indicateur et conformité. Huitième fonction, responsable Green IT, chargé de réduire l'empreinte du système d'information sur les équipements, l'hébergement, le code et les usages. Ces fonctions sont robustes parce qu'elles répondent à des coûts physiques et réglementaires, pas seulement à une mode. Mais toutes les entreprises ne créeront pas un poste autonome. Dans une PME, elles pourront devenir une couche de compétences ajoutée à l'énergie, aux achats, à la RSE ou à l'informatique. Neuvième fonction, technicien du cycle de vie des batteries électriques. Il diagnostique, sécurise, démonte et décide du réemploi ou du recyclage. Le marché sera très territorialisé autour de l'automobile, des sites industriels et des filières de valorisation. Dixième fonction, intervenant médico-technique à domicile. Il installe les dispositifs, accompagne le patient et coordonne avec les soignants. Ces deux métiers relient technologie, procédure, maintenance et relations. Ils seront augmentés par les données et les diagnostics à distance. Mais la responsabilité physique, l'observation du contexte et la confiance restent attachées à une personne. Les plateformes sont des thermomètres, pas des boussoles. Que nous apprennent enfin GoJob, EasyWork, Side, Brigade, Job and Talent ou Malte. Elles montrent une organisation accepte de payer quelqu'un maintenant. Les plateformes d'intérim révèlent la persistance de la logistique, de l'industrie, du retail et de la restauration et du soin. Malte donne un signal plus avancé sur la tech et le conseil, mais elle ne voit pas l'épicerie sans site web, l'artisan qui ne publie jamais d'offres ou la mission trop petite pour devenir un poste. Elles sont donc des thermomètres du présent, pas des boussoles suffisantes pour 2030. Un métier émergent n'est pas un buzz, c'est une convergence. Nous pouvons maintenant formuler un filtre plus solide que la simple tendance. Certains de ces métiers sont déjà dans la nomenclature officielle. D'autres n'y sont pas encore. Et c'est justement le signe qu'ils sont vraiment émergents. Pour qu'une fonction devienne un vrai métier, 5 conditions doivent converger. Premièrement, une demande solvable. Quelqu'un accepte de le payer. Quelqu'un accepte de payer. Deuxièmement, du capital et une infrastructure disponible.
Troisièmement, une organisation capable de modifier ses processus. Quatrièmement, un cadre juridique et une acceptabilité sociale. Cinquièmement, une capacité humaine durable. Compétences, santé mentale, disponibilité et envie. C'est pourquoi une technologie peut être brillante sans créer immédiatement un marché. Et c'est pourquoi un besoin local banal, maintenir, soigner, adapter, intégrer, peut devenir plus robuste qu'un intitulé futuriste très médiatisé. Le futur du travail sera plus hybride que robotique. Que pouvons-nous affirmer sans jouer au devin d'ici 2030 ? Les métiers de base ne disparaîtront pas en bloc. Ils coexisteront avec des fonctions hybrides et une automatisation partielle. Le rythme restera très différent selon les pays, les secteurs, les tailles d'entreprise et les territoires. Enfin, l'humain restera responsable. Il faudra former, arbitrer, vérifier, négocier et préserver la santé mentale. La meilleure stratégie n'est donc pas de courir aussi vite qu'un robot, ni d'attendre qu'il passe. Elle consiste à choisir une compétence ancrée, utile, à lui ajouter des compétences adjacentes et à vérifier qu'un marché local paie réellement pour cette combinaison. Dites-moi en commentaire lequel de ces 10 métiers vous voulez que je confronte la prochaine fois, aux offres et aux formations de votre région. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à très vite pour une prochaine vidéo.